nous allons ouvrir le deuxième volet de cette matinée et parler d'une communauté courageuse, là où les communautés LGBT, courageuse parce que le travail collectif et individuel d'affirmation de soi, de travail sur l'identité, de se faire valoir, se faire reconnaître comme un être humain à part entière a été un long combat pour lequel j'ai un immense respect. Et j'ai un immense respect aussi parce que je le trouve exemplaire, en ce sens que je pense que nous avons beaucoup à nous inspirer de ce travail du collectif et de l'individu mené par des hommes et des femmes qui ont à cœur d'être eux-mêmes dans une société où ce n'est pas toujours facile de les reconnaître comme eux-mêmes. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour cela. Pour en parler, Stu Fenton, aujourd'hui. Alors Stu est un personnage important dans les communautés internationales LGBT à titre de son engagement personnel, de ses activités de thérapeute spécialisé. Stu est le directeur clinique d'un des premiers centres de traitement d'addiction, du trauma, dédié aux jeunes hommes des communautés gays et transsexuelles, avec un énorme travail qui a été fait pour essayer d'aider et d'atteindre la révélation de l'humanité de ces jeunes hommes qui ont besoin d'aide. Donc Stu est là à titre, je dirais, d'acteur engagé, à titre d'expert, avec une très grosse expérience dans le domaine. Il a la gentillesse de venir depuis la Thaïlande, même s'il est australien. C'est une intéressante combinaison, c'est très loin. Donc merci beaucoup d'être là. Et à la fin de la présentation de Stu, nous avons aussi la chance d'avoir parmi d'autres représentants de l'association AID, Fred Bladou, qui est là, et qui est aussi une des forces de progrès et d'aide en matière de communauté LGBT, et plus particulièrement du chemsex, dont on va parler aujourd'hui beaucoup avec Stu aussi. Et j'ai demandé à Fred d'avoir la gentillesse de faire un peu la partie questions pour challenger Stu par rapport à ce qui se passe en France et différents thèmes qui lui importent. Et alors on a pris une autre décision. Dans la mesure où malheureusement Rockel Lerner est resté coincé de l'autre côté de l'Atlantique, on a cet espace libre à 15h dans cette salle avec les traducteurs. On a pris la décision, et merci infiniment Fred et Stu d'avoir répondu oui, de prolonger ce temps ici avec la présentation de Stu, les questions de Fred, avec un moment où vous pourrez tous venir et interagir avec Fred et Stu et poser toutes les questions que vous souhaitez leur poser. Et on aura cette espèce de débat, cette conversation pour essayer d'approfondir. Et ça permettra aussi à Fred de développer, je crois que c'est important, l'immense travail qui est fait à l'heure actuelle pour essayer de créer des communautés de soutien, des communautés d'entraide au sein de AID, et pas du tout seulement sur le problème de l'infection et de la contamination, mais sur des problèmes beaucoup plus profonds de comment vivre et comment résoudre le mal de vivre. Donc ce sera aussi une bonne opportunité de mieux comprendre et de connaître l'extraordinaire action que développe AID en France, Paris, mais aussi dans plusieurs endroits en province. Voilà. Ayant dit tout cela, Stu Fenton, merci beaucoup. Ok. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette présentation, Christophe. Quand on m'a demandé de parler sur cette thématique aujourd'hui, j'étais vraiment très enthousiasmée parce que, vous savez, une bonne partie de ma carrière, une bonne partie de mon expérience personnelle a été consacrée aux expériences négatives et aux aspects difficiles de nos communautés. Et Christophe m'a demandé de parler des choses un peu plus positives qui sont ressorties de tout ça. Et donc, la citation qui est là, elle vient d'une conférence sur le chemsex qui a eu lieu à Berlin l'an dernier, en mars. On dit effectivement, la culture gay n'est pas déprimante après tout. C'est une question d'autodécouverte, d'aventure, créer des relations avec des pairs, avoir des relations significatives, tendre la main vers les autres personnes, se tirer vers le haut et satisfaire des instincts. Et même si je suis professionnel de la médecine, je suis aussi un ancien addict du chemsex.
J'ai survécu à une addiction aux amphétamines, au GHB, à la dépression, au rejet de ma famille. Et je peux vous dire effectivement que cette phrase-là, cette citation est totalement vraie pour moi du point de vue personnel. C'est à cause de mon voyage au travers de l'addiction, de l'aversité, de microagressions, etc., que j'ai pu me développer des forces et des compétences. Et c'est ainsi que j'ai pu me rendre compte que les relations peuvent avoir une signification, que la vie peut être une aventure et qu'il est possible de trouver effectivement une récompense, une satisfaction en essayant de tirer ses pairs vers le haut. Donc je voudrais vous montrer quelques éléments visuels pour cette discussion qui nous permettront de voir où se situe la communauté LGBT aujourd'hui dans le monde, où est-ce qu'on en est. Alors quand j'ai parlé à des collègues de cette présentation, j'ai réfléchi à où commencer en fait. Et je me suis dit que j'allais commencer avec l'Holocauste et les camps de concentration et la manière dont la communauté LGBT a fait l'expérience de cette tragédie. Quand la guerre a pris fin, les personnes LGBT ont été remises en prison. Et les hommes homosexuels ont souffert de traitements particulièrement cruels dans les camps de concentration, persécutés par les soldats allemands et d'autres prisonniers aussi. Ils ont souvent été battus à mort, forcés à aller dans des camps de travail. Et on dit qu'ils ont été aussi utilisés pour s'entraîner au tir en visant le triangle rose qui était sur leur uniforme. Ils étaient isolés pour ne pas répandre leur homosexualité. On a mené des expérimentations sur eux et ils ont parfois été attaqués à mort par des bergers allemands. Après cela, nous avons eu Alan Turing aussi, bien qu'il soit l'une des raisons de la chute d'Hitler au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est suicidé en 1952 parce qu'à cette époque, l'homosexualité était encore un crime et il a été poursuivi en justice pour indécence. En avril 1952, l'Association psychiatrique américaine avait encore l'homosexualité sur la liste des troubles de la personnalité. Et puis ensuite, en 1961, l'Illinois est devenu le premier État à dépénaliser l'homosexualité en revenant, en annulant les lois sur la sodomie. En 1969, et ça j'en parlerai un peu plus tard à nouveau, nous avons eu les prémices du mouvement des droits civiques pour les gays. Et en 1978, Harvey Milk est devenu superviseur de la ville de San Francisco. Et ça a été la première personne ouvertement gay à être élue pour un poste politique en Californie. Cette année, Milk et George Moscone ont été assassinés par Dan White et Milk est devenu le symbole de la fierté et de l'espoir pour la communauté LGBT. Et c'est aussi à cette époque qu'on a vu apparaître le premier drapeau arc-en-ciel. Ensuite, je voudrais aussi vous parler de deux performances très inspirantes de l'Eurovision. Dana International, en 1998, a gagné la compétition. Et puis, en 2014, nous avons eu Conchita Wurst, qui a reçu le prix à la fin. Et elle a dit on ne peut pas nous arrêter. Et je pense que ça a vraiment donné beaucoup de courage, beaucoup d'espoir aux personnes qui regardaient l'Eurovision. En tout cas, moi, ça m'en a donné beaucoup. Puis, je voudrais parler d'Hélène DeGeneres, qui a fait son coming out en 97 à la télévision américaine et qui a fait la couverture du magazine Time. Ensuite, elle a lancé son propre programme télévisé qui est très, très populaire aujourd'hui. Beaucoup de succès. Mais il y a aussi un certain nombre de reculs que l'on constate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Ça, c'est un diagramme, un graphique qui a été publié au début de l'année, quand le sultanat de Brunei a décidé que les gays devaient être lapidés pour sodomie, pour le simple fait d'être homosexuel. Donc ça, vous voyez les trous dans lesquels on met les personnes homosexuelles avant de les lapider. On voit que leur tête est dans un sac. Le diagramme, le graphique entier ne figure pas là, mais on parle aussi de la taille des pierres à jeter et sur les personnes homosexuelles coincées dans ces trous. Et il y a eu une telle réaction. Le sultanat de Brunei a beaucoup d'hôtels dans le monde. Ces hôtels ont été boycottés.
Il y a eu beaucoup de manifestations également et le sultan de Brunei a donc décidé de revenir sur cette loi et de ne pas l'appliquer. Sur ce graphique ici, vous pouvez voir une liste des pays qui ont l'égalité en termes de mariage depuis 2000. Il n'y a que 21 pays, certes, mais cela représente quand même plus d'un tiers du monde, de la planète, ce qui est un très bon signe, évidemment. L'image suivante, c'est Dean Marco Negri, un transgenre qui souhaite devenir maire d'une petite ville de Tremello en Italie. Il a gagné et le slogan qu'il a utilisé, c'était, au moment de la campagne, c'était changer l'état d'esprit pour Tremello. Et en plus de cela, au cours des 10 à 15 dernières années, on a vu au total 5 leaders mondiaux de différents pays qui s'identifient, qui disent être LGBT. Le Premier ministre du Luxembourg, le Premier ministre de la Serbie, entre autres, sont des représentants de la communauté LGBT. Et comme vous le savez aujourd'hui, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez Pete Buttigieg, il est aujourd'hui en campagne, il veut devenir président des États-Unis et il est très visible, il s'affiche avec son mari pendant la campagne et il est très soutenu, il a reçu un soutien très étendu. Et puis ensuite, en 82, il y a eu la Fédération des Jeux gays. Donc ça, c'est une compétition. Je crois qu'elle se tient tous les 4 ans, je ne suis pas sûre. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de créer un esprit d'inclusion, de participation et de croissance personnelle. Et c'est quelque chose qui a encore lieu aujourd'hui, qui a encore cours. À partir de ça aussi, en 2001, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais un homme qui s'appelle Mark Bingham, il était sur le vol 97 qui s'est écrasé à Washington, D.C. Et lui et d'autres, avant que l'avion ne se crache, sont rentrés dans le cockpit. Et suite à ça, une compétition a été organisée, la Bingham Cup, qui se tient tous les 2 ans dans plusieurs pays du monde. Et au départ, on avait 5 équipes à San Francisco. Maintenant, on a plus de 40 équipes qui participent dans le monde entier. Et là encore, c'est une compétition qui a beaucoup aidé les membres de la communauté LGBT à améliorer leur cohérence, leur cohésion et à améliorer aussi leur estime de soi. Ici, c'est une photo qui vient de Taïwan, un petit peu au début de l'année, je crois. Je ne sais pas si vous le savez, mais Taïwan a été le premier pays asiatique à autoriser le mariage pour tous. Et dans le pays dans lequel je viens, en Australie, on a le mariage pour tous que depuis 2 ans, que depuis 2017. Vous le savez, évidemment, c'était une belle source d'enthousiasme pour nous. Il y a eu un référendum et 62% des Australiens ont dit oui, il nous faut l'égalité maritale dans notre pays. Et puis ici, en France, récemment encore, ça c'est une image de Julia Boyer, qui est trans, et qui voulait aller à la place de la République à Paris en métro et elle a été frappée et attaquée par des hommes. Un homme qui a été ensuite condamné à 10 mois de prison. Et pendant l'attaque, elle a dit « Je n'ai pas peur de vous ». Et la maire de Paris a tweeté « Je trouve ça lamentable, cette agression transphobe, je la condamne et je voudrais assurer la victime de tout mon soutien ». Donc c'est très encourageant, c'est une déclaration très encourageante qui a été faite pour la communauté LGBT+. Récemment encore, la publication française L'Équipe a fait passer un message à Israël Fallou qui a fait des déclarations homophobes. L'équipe a dit que le sentiment anti-gay dans le sport était une terrible chose. J'étais très touchée par cette prise de position de la part de l'équipe parce que la déclaration d'Israël Fallou nous a fait beaucoup de mal et je trouve ça très bien que des gens prennent position d'une manière courageuse comme ça. Cette image, je crois qu'elle vient d'une photo. C'est un film français qui s'appelle Les crevettes pailletées, je crois en français.
Et c'est l'histoire le personnage principal, c'est un champion olympique et il dit quelque chose à la fin de sa carrière et on le punit en le forçant à entraîner les crevettes pailletées pour participer à des jeux gays en Croatie. Et donc c'est le début d'une aventure pour lui, pour tous les participants. En fait, j'ai regardé la bande-annonce de ce film, ça a l'air rigolo, mais il n'y a pas encore de sous-titres, donc je n'ai pas pu le voir. J'espère pouvoir le voir à un moment ou à un autre, ça a l'air vraiment sympa. Et de mon point de vue, en ce qui me concerne, il y a 2 ans, il y a une amie avec laquelle j'étais à l'école qui m'a contactée. C'est une mère célibataire, elle a 3 enfants. Elle m'a appelée pour me dire que son fils de 13 ans lui avait dit qu'il pensait être gay et qu'il voulait faire son coming out. C'est son coming out à l'école aussi. Et quelques semaines plus tard, sa fille de 10 ans a dit qu'elle aussi, en fait, elle était homosexuelle, elle était gay. Et je suis vraiment enthousiasmée par l'ouverture d'esprit, par le soutien que mon amie voulait offrir à ses enfants. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux les soutenir pour les aider, etc. Donc son fils a décidé de faire un projet à l'école avec moi. Et on a parlé de ce que c'était que d'être gay dans les années 80. J'ai parlé du bullying, de la marginalisation dont j'avais été victime et il a été très surpris. Il a eu du mal à croire que ça avait été si difficile pour moi à l'école. Donc j'espère que c'est bon signe, j'espère que ça montre que les choses sont en train de changer. L'histoire de la communauté LGBT jusqu'à 2019 a été douloureuse pour de nombreuses personnes. Il y a encore des adultes et des adolescents LGBT qui se suicident. Il y a des problèmes d'addiction aux drogues, des stigmatisations liées à l'environnement aussi. Mais je peux vous dire aussi que les personnes LGBT sont plus intelligentes, plus authentiques, plus conscientes de leur situation, plus résilientes, plus créatives que jamais. Et le directeur du programme de R12, qui est donc un centre spécifique pour les LGBT en Thaïlande. Je suis directeur de ce centre et j'ai eu l'occasion de visiter des personnes LGBT dans le monde entier, de leur rendre visite. Aujourd'hui, on a près de 5 centres spécifiques pour les LGBT dans le monde. Et il y a aussi un certain nombre d'IOP qui ont des solutions aussi ambulatoires avec plusieurs centres communautaires qui permettent d'apporter une aide à plusieurs communautés LGBT dans le monde entier. Et donc les choses s'améliorent pour notre communauté. Aujourd'hui, je voudrais défendre l'idée que grâce à l'adversité, la communauté LGBT est devenue plus forte dans de nombreuses situations. Et je pense qu'on a aussi permis à d'autres de devenir plus résilients et on leur a offert un espoir d'une vie plus significative, plus riche. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai regardé un certain nombre de sites, j'ai cherché les mots-clés résilience ou force de la communauté LGBT et je vois que par le passé, on parlait beaucoup des expériences difficiles de la communauté LGBT et pour la première fois, j'étais en train de chercher des mots-clés plutôt positifs que négatifs. Et j'ai commencé à découvrir des faits que je n'avais jamais vus avant. Et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. L'une des choses exceptionnelles quand on travaille avec la communauté LGBT dans le domaine de la psychothérapie, c'est qu'on voit des individus qui essayent d'être plus libérés, plus courageux, d'être plus eux-mêmes, d'être plus conscients de ce qu'ils sont. Et je pense que beaucoup de personnes LGBT voient que nous avons beaucoup de droits, notamment dans les pays occidentaux, y compris l'égalité maritale. On essaye de... on est plus sûr que jamais par le passé, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours eu la liberté d'être nous-mêmes comme nous pouvons l'être aujourd'hui. Et j'ai vu cette citation récemment sur Facebook et je pense que ça décrit une expérience très commune chez les personnes LGBT. Certains d'entre vous ont été élevés par des parents qui étaient abusifs, homophobes, racistes, mais vous avez été empathique, vous avez fait attention, vous avez réfléchi à tout ça, vous avez brisé ce cercle vicieux et vous avez cultivé la bonté dans vos vies. Et ça se voit. En parlant de rejet familial, eh bien, on voit que les personnes LGBT, même au sein de leur famille, doivent faire face à une marginalisation.
un certain nombre de textes d'aide ou de textes qui permettent d'aider les personnes LGBT publiés par des hommes gays au cours des 10 dernières années. Et on voit qu'on essaye vraiment de s'auto-aider, de s'apporter un auto-soutien. Moi, j'ai commencé mon voyage il y a 10 ans et je crois qu'aucun de ces livres n'était disponible à cette époque. Ces livres ont été publiés au cours des 15 dernières années et je ne sais pas si vous les connaissez, mais le premier, celui de Joe Cort, est très général et recouvre la totalité des questions liées à l'estime de soi chez les hommes gays. Et si vous travaillez avec des personnes LGBT, je vous le recommande vraiment. Le deuxième, ça parle vraiment de la honte, comment lutter contre cette honte. Parce qu'on vit effectivement dans un monde hétéronormatif. Cruise Control de Rob Weiss parle spécifiquement du chemsex et des comportements sexuels problématiques. Et puis Lost Men and Meth de David Fawcett est aussi un livre très utile pour soutenir les gens qui sont addicts à la méthamphétamine. Et puis Matthew Todd a écrit aussi quelque chose de très similaire à ce qu'a écrit Alan Downs, qui s'appelle Straight Jacket. Et ça peut aussi nous aider à vivre en tant que personne gay dans un monde qui ne l'est pas. Donc, je pense que beaucoup d'hommes gays cherchent à explorer ces voies d'auto-développement. Et je pense que quand on parle de tout ça à des personnes LGBT, beaucoup sourient parce que beaucoup connaissent déjà ces thématiques. Je pense qu'on peut dire que les personnes LGBT, pour leur majeure partie, essayent de se trouver. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer à la communauté. Parce que il y a eu beaucoup de moments qui ont contribué à la cohésion de la communauté gay. J'ai fait des recherches pour cette présentation et je me suis rendu compte qu'il y avait un point de repère, les émeutes de Stonewall. Et il y a eu vraiment beaucoup de solidarité dans ce cadre. J'aime beaucoup cette citation, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans un journal juste après son décès. Donc ils sont venus de toute la Bay Area, des jeunes, des moins jeunes, des noirs, des bruns, des blancs, des gays, des hétéros, des immigrants, des hommes, des femmes. Ils sont tous venus à Castor Street, à Harvey Street, la rue de Harvey. Ils sont venus en pleurant, ils ont rempli les rues et ils se sont rendus jusqu'à la mairie. Une rivière de bougies qui se déplaçait dans un silence absolu au travers du centre-ville. Dans le cheminement qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que il y a eu aussi la crise du VIH. Avant la crise du VIH, les choses étaient déjà difficiles pour la communauté LGBT+, mais le VIH, vous le savez, a été une crise sanitaire terrible dans les années 80. Toutes les personnes LGBT+, à l'époque, qui cherchaient un modèle, qui cherchaient une identité, devaient faire face à la peur de contracter la maladie, devaient faire face à la mort de leur modèle potentiel et à la peur des autres aussi, qui eux-mêmes avaient peur d'attraper cette même maladie. I think I've covered this bit. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, en préparant cette présentation, je devais penser aux situations les plus oppressives et difficiles pour les personnes LGBT. Et j'en ai choisi trois, mais il y en a bien évidemment plus que trois. Et je voulais inclure aussi les personnes lesbiennes, transgenres et bisexuelles. Donc, les trois dont je vais en parler, c'est la crise de SIDA, le stress d'une minorité et dont tous les personnes LGBT ont souffert. Et le dernier qu'on va traiter également tout à l'heure, c'est le chemsex. Donc depuis 15 ans, dans les 15 dernières années du dernier siècle, le sida a tué aux États-Unis plus de 350 000 personnes. Les personnes LGBT ont été affectées personnellement, psychologiquement
et la communauté a été dévastée. La communauté LGBT devait devenir résiliente. Beaucoup de personnes ont reconnu que le traitement du sida était dû au manque de ressources pour traiter ce besoin spécifique. Les personnes homosexuelles ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris à créer des réseaux de soutien, de travailler sur la culpabilité, la tristesse qui résultait d'être survivants. Ils ont appris à créer des communautés afin de partager des expériences. Ils ont lutté pour avoir accès aux services qui leur étaient refusés. Ils ont souffert de stigmatisme d'une majorité moralistique qui considérait qu'ils méritaient le sida et le HIV. Ils ont challengé leur homophobie internalisée. Ils ont développé des nouvelles manières d'honorer les vies LGBT. Ils ont réexaminé la manière dont une communauté authentique et holistique et inclusive pourrait être construite. Ils ont appris tellement sur la santé LGBT. La communauté LGBT a façonné une communauté, une santé mentale. Et c'est beaucoup de choses qu'ils ont appris à cette période qui vont nous aider à lutter contre le problème du chemsex. Et je vais en parler tout à l'heure quand on adresse cette situation. Même quand le sida a été stabilisé, la recherche sur les personnes LGBT ont montré que les personnes LGBT souffrent des effets délétères à travers leur vie, et notamment l'homophobie, qui mène à des situations de santé délétères durant toute la vie. Donc, il fallait lutter pour obtenir des traitements pour leur communauté. Il n'y avait pas de pression pour donner accès à ces traitements pour la communauté LGBT avant que ça atteigne la société hétéro. Donc, ACT UP notamment a lutté pour démocratiser ces traitements. Les hommes homosexuels ont lutté contre la discrimination et plusieurs participants ont parlé de leur engagement comme étant une manière de atténuer le sentiment d'impuissance de cette période. Et ça a contribué à le processus de soins psychologiques et physiques. Et ça a apporté un sentiment de communauté. Un des meilleurs développements de cette période, c'était que les centres, les pôles de santé LGBT, vous en le connaissez peut-être, mais il y a le GMHC à New York, le centre LGBT à Palm Springs, le centre gay et lesbienne de Los Angeles, le Open Center à Melbourne, le centre Positive Living à Melbourne, Acon à Sydney, et aussi à la campagne en Australie, SASH à Londres, London Friend et le Terence Higgins Trust également à Londres. Maintenant, je vais passer au stress minoritaire qui inclut la réjection de la famille, le harcèlement, la crainte sur le coming out, les messages sociaux négatifs, la marginalisation, le ridicule et l'agression au travail. Pour les gays et lesbiens, dans ce modèle, les symptômes négatifs psychologiques augmentent à cause de la discrimination, l'anticipation de la réjection, le fait de cacher cette identité et l'internalisation des perspectives négatives de la communauté LGBT.
au final, par contre, cela a permis aux personnes LGBT à mieux s'adapter. Une étude récente a montré que les couples homosexuels ont utilisé 4 mécanismes pour gérer ce stress. Par exemple, certains couples ont ignoré, ont compartimentalisé leur vie pour éviter de gérer directement le stress de ces expériences négatives. D'un autre côté, d'autres couples ont recadré, enfin un recadrement cognitif pour réaffirmer leur relation comme étant positif et puissant. Certains ont trouvé du sens dans leur expérience négative. Et ça, c'est un autre moyen de gestion. Des couples ont créé un sens positif de leur expérience négative et qui ont conduit à des symptômes moindres. En 2008, 500 personnes homosexuelles ont décrit le processus de coming out et de la manière ça nécessite une introspection, une réflexion et ça permet d'être plus empathique envers des autres. Et quand je parlais de ce processus de coming out qui est particulier aux personnes de la communauté LGBT, un ami m'a dit quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé, c'est qu'on fait notre coming out pas une seule fois, on le fait tous les jours. Si on va dans un café, on voulait partager une histoire drôle de notre vie, il faut regarder autour de nos vies et considérer, se poser la question, est-ce que c'est sûr de parler de cette personne, à cette personne de ce fait. Donc, on fait notre coming out pas une seule fois et on est obligé de le faire quasiment tous les jours pour la plupart des personnes LGBT. La résilience, c'est également un atout qu'on développe, c'est la possibilité de faire face à l'adversité. Et l'examination de la résilience dans cette étude a montré comment les personnes LGBT font face à la législation anti-LGBT. Et quand on voit le mouvement vers l'égalité du mariage récent, ça a eu des effets très positifs. Il y a eu des études en Australie avant le vote en 2017 et ça a montré qu'il y a eu un impact énorme sur les jeunes LGBT. Glenda Russell et John Richards ont montré que quand les personnes LGBT sont impliquées dans le mouvement d'échange, ils sont moins affectés par les politiques anti-LGBT et qui développent une capacité plus avancée à développer une résilience qui va leur aider dans l'avenir. Les mêmes études ont montré que 75% des personnes LGBT ont développé ces capacités, dont la capacité notamment le recadrement cognitif et le courage. C'est également une compétence que les personnes LGBT développent parce qu'ils sont obligés de gérer constamment le stress des minorités. C'est facile d'imaginer que dans un contexte d'exclusion sociale et l'exclusion et la violence est acceptée par le gouvernement, la personne LGBT sont confrontées à des risques permanents que les personnes auxquels les personnes hétéros ne sont pas confrontées. Il faut développer des capacités de navigation et de courage. Et la créativité, c'est la manière dont les personnes homosexuelles décident de parler de leur histoire. On parle de la création de l'identité comme étant quelque chose qu'on est obligé de créer pour nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de discours établi comme utilisé comme cadre, les familles, des espaces sûrs, il fallait créer ces communautés et la créativité est largement vue comme étant une force propre à la communauté LGBT. Enfin, l'intelligence sociale, une étude en 2005 a montré que les personnes LGBT présentent une intelligence sociale plus développée que dans une autre étude qui s'appelle l'étude aspect positif, a montré qu'il y a plusieurs compétences qui se développent par le simple fait de faire partie de la communauté LGBT.
les participants ont montré que le fait qu'ils sont en dehors des normes de la société, ils peuvent construire des relations plus fortes qu'avec d'autres membres de la société. Les hommes homosexuels expliquent qu'ils peuvent développer des relations plus fortes avec des femmes parce qu'ils sont en dehors de la pression sexuelle de la société. Les hommes et femmes homosexuels trouvent qu'ils sont des modèles plus forts et ça leur donne un rôle qui permettrait aux jeunes de la communauté d'aller les voir. Le processus de coming out pour soi-même, ça nécessite une réflexion et une introspection. Les jeunes LGBT voient ça comme une force qui leur permet de voir les choses différemment. L'authenticité, le soi et l'authenticité envers les autres, ces sentiments accompagnent le processus du coming out. Un homme homosexuel a noté, je pense que toutes les expériences de lutte qui constituent le développement de l'identité homosexuelle deviennent un facteur positif pour apprendre à se connaître, pour développer des relations construites sur l'authenticité et la congruence, pour apprendre à défendre soi et les autres. Les participants ont relaté qu'ils pensent mieux se comprendre et ils peuvent montrer plus de compassion, d'empathie envers les autres. La plupart des hommes pensent que c'est une compétence, une capacité spécifique qui vient de leur expérience LGBT. Un homme homosexuel a dit « parce que l'homosexualité est souvent tout tabou, ça m'a permis d'évaluer d'autres normes sociales et évaluer de moi-même si le sujet est bien ou mal. Le fait d'être homosexuel m'a donné un esprit critique et un sens de l'ironie. » Un autre homme a relaté le fait d'être homosexuel m'a permis de comprendre mieux l'identité masculine. La société est largement pas tellement soutient pas largement les droits des LGBT. Il faut trouver les ressources de confiance en soi. Les répondants ont également expliqué qu'ils avaient des sentiments de... un homme homosexuel a dit qu'il appréciait de faire partie de la communauté LGBT parce que ça leur apprend la diversité et l'acceptance. Si j'étais hétéro, même si j'aimerais croire que j'aurais été aussi ouvert. Si je n'étais pas homosexuel, je pense que je ne prendrais pas aussi bien les différences entre les autres, de genre, de religion et d'ethnicité. Une répondante lesbienne a expliqué qu'elle considérait moins juger les autres parce que je vois comment les autres peuvent me percevoir. Ça m'a rendu plus ouvert à l'idée du travail qui doit être fait dans le monde. Quelques participants ont exprimé leur désir de promouvoir la justice sociale et d'être actifs dans la lutte pour les droits gays et lesbiens, ainsi que d'autres sujets sociétals plus larges. D'autres ont expliqué que le personnel est social. Une femme lesbienne a expliqué « J'aime faire partie d'un mouvement politique et culturel qui est très important dans notre monde aujourd'hui. J'aime la lutte pour les droits humains et la lutte pour l'égalité. Être lesbienne, c'est rendre le personnel politique. On est politique par le simple fait d'avoir fait son coming out. Je suis un féministe parce que ça permet d'ouvrir le débat sur
les droits de LGBT. Et je suis ouvert à la lutte, pas uniquement pour les LGBT, mais aussi toutes les minorités. La liberté de créer leur identité en dehors des normes sociales. Beaucoup de participants ont relaté une liberté de la construction sociale des rôles de genre. Ces sentiments de liberté exprimés dans la citation suivante, ça me donne la liberté d'être qui je suis et pas essayer de comprendre qu'est-ce que la société attend de moi. Et ça me donne le sentiment de puissance. Cette liberté des rôles de genre, ça inclut le fait de pouvoir s'affranchir des rôles de genre classiques comme le fait de se marier ou d'avoir des enfants. Une lesbienne a écrit le fait d'être lesbienne nous donne le droit de choisir de la façon dont on veut élever nos enfants. Si un homme a expliqué que l'addition est plus saine parce que peut-être il y a moins de pression sur les hommes. Une personne lesbienne a expliqué, je peux jouer sur d'autres règles dans la vie. Je peux être forte, je peux être dure, je peux être agressive parce que j'ai déjà transgrit une autre règle en étant lesbienne. Donc, les enseignements de cette étude, une conséquence de la liberté des attentes des rôles de genre, c'est d'être libre d'exprimer des différentes expressions de leur sexualité. Un homme homosexuel a écrit « Notre relation était non conventionnelle pour commencer, donc ça m'a donné la liberté de travailler dessus avec beaucoup de liberté, y compris une liberté sexuelle. » Ça a été, pour une raison ou pour une autre, la liberté des rôles de genre inclut une liberté, un franchissement de la patriarchie. Pour certaines femmes, ça inclut un sentiment de sécurité dans des relations entre homosexuels. Une femme a écrit, contrairement à mes relations avec des hommes, ma relation avec mes copines et partenaires comprennent ce que c'est que d'avoir peur d'être seule la nuit, de comprendre les peurs du viol et d'inégalité. Une autre femme a écrit, on ne rentre pas dans les schémas classiques parce qu'on a compris comment ces schémas classiques ont opprimé les femmes par le passé. En synthèse, les participants de cette étude ont compris que ces identités gays et lesbiennes leur donnent une compréhension et ils ont également relaté une compassion et une empathie pour les autres qui est critique pour les relations avec les autres. La dernière étude à laquelle j'ai regardé, qui était peut-être la plus triste, c'est l'impact de harcèlement sur les jeunes, particulièrement dans les écoles. En 2016, un discours par Melinda McCormick sur le harcèlement et la résilience. Elle a trouvé particulièrement que elle a vu l'importance des relations dans cette étude. Et je vais parler maintenant des adaptations qu'elle a mis dans son étude. Elle a trouvé que les LGBT ont trouvé des ressources pour trouver des soutiens à travers soit des animaux, par la famille, par l'Internet, par les ressources LGBT, par les grands-parents, les thérapeutes. Ils savaient comment trouver les endroits sûrs à l'école. Ils savaient devenir des fantômes pour éviter le harcèlement. Ils ont développé la capacité de modifier leur situation, de comment éviter des discussions d'orientation sexuelle et de faire profil bas. L'extravagance comme stratégie de résilience est utilisée par des jeunes LGBT et c'est aussi un moyen d'exprimer leur identité malgré la résistance des autres. Elle a découvert que beaucoup d'hommes extravagants
disait que je sais, je accepte qui je suis. Et si vous en avez un problème, c'est votre problème, c'est pas le mien, le même. Ils se sentent plus impuissants parce qu'ils acceptent les choses pour lesquelles ils sont ridiculisés et ça leur permet de garder leur intégrité. Une autre compétence, c'est la distraction et la diversion. Les jeunes faisaient des aventures ou des jeux vidéo les week-ends pour minimiser leur stress et ça leur a aidé sur le long terme. Le désengagement et la minimisation, c'est la prochaine compétence. Les jeunes apprennent à éviter les provocations et écouter de manière sélective les abus pour éviter les dommages. Et dans un autre sens, c'est éviter d'engager, de ne pas prendre les choses personnellement, de minimiser les situations. Le recadrement cognitif. Certaines personnes présentaient des situations comme étant irritantes ou infantiles. Donc ça permet de minimiser les dommages. Certains jeunes apprenaient comment soutenir eux-mêmes et devenir plus forts dans leur image de soi. Un étudiant a dit que ça me permet d'être plus dépendant de moi-même. Le projet It Gets Better a été créé en 2016, a été très utile dans ce sens. C'était un mouvement international pour soutenir les jeunes LGBT, pour leur rappeler que la vie s'améliore plus loin à travers des vidéos des adultes qui les soutenaient. Il y avait des citations de ces vidéos comme les chances vont améliorer, l'amour est plus fort. Il y a aussi des stratégies de gestion négative, dont la suppression des émotions et l'automutilisation, qui montrent l'étendue de l'impact de l'harcèlement sur les participants. McCormick a dit qu'une des résultats étonnants de cette étude, c'est que beaucoup de participants ont expliqué qu'ils ont grandi de maintes façons à cause du harcèlement. La croissance cognitive est définie comme étant un processus par des gens qui gèrent des situations de stress, qui développent des relations plus fortes et une vie spirituelle plus forte. La compassion. Certains étudiants ont expliqué qu'ils avaient plus d'empathie pour les autres et surtout les harceleurs. Générativité, c'est la volonté d'aider les autres et développe quand un adulte a un souci fort et un engagement pour aider le bien-être des jeunes de la génération suivante. Certains jeunes ont expliqué qu'ils devenaient plus de caractère à cause de leur expérience et une croyance en soi et un amour de soi et un respect pour eux-mêmes à cause de leur expérience. Dans tous ces cas, le soutien des amis et de la famille pour les jeunes était vital à leur survie. La dernière compétence apprise par ces étudiants, c'est la croissance spirituelle. Plusieurs étudiants ont décrit l'expérience de harcèlement leur a aidé à développer un sens plus fort de soi et de la spiritualité. Donc, en synthèse, le niveau de maturité et de développement de soi paraît unique pour les personnes LGBT parmi les gens de leur âge. Donc, si on traite maintenant le dernier sujet, c'est le chemsex. J'en parle en dernier parce que c'est le développement le plus récent dans la communauté LGBT et je pense qu'on a réagi de manière très impressionnante, surtout en Europe et au Royaume-Uni. La réponse au phénomène chemsex a été très rapide et ça a commencé aux États-Unis au début des années 90, est ensuite passé en Australie et se développe de plus en plus en Europe et au Royaume-Uni depuis 2010.
Pour ceux qui ne savent pas, le chemsex, c'est la combinaison de méthamphétamine, le GHB et méthadone associé à des comportements sexualité problématiques ainsi que les applications comme Grindr. Les conséquences négatives de ça incluent le viol, les abus physiques, la dépression, la psychose, l'hépatite C et même la mort dans certains cas. Les caractéristiques des personnes LGBT, de manière caractéristique, les personnes LGBT ont trouvé des réponses à ces problèmes. Dans les années avant la libération LGBT, c'était illégal pour les personnes homosexuelles de congréger à part les bars ou les endroits où on pouvait socialiser et boire. Donc, une culture de bar homosexuel est développée dans un contexte où un sentiment de soutien était important. C'est où la solidarité s'est développée. Et quand les personnes homosexuels ont été confrontés par une répression violente, ils ont répondu avec le même sentiment de résilience. Après les émeutes de 70 de Stonewall, le mouvement de libération gay a été alimenté par l'usage de certaines drogues. Et donc, c'est important de savoir ça, de connaître un peu d'histoire quand on parle du phénomène chemsex. Le programme de 12 étapes a commencé pendant les années 40 et 50. C'était hétérosexuel dominé à l'époque, mais avec l'activité positive qui a suivi Stonewall, ils ont lutté pour avoir des personnes LGBT dans les programmes d'alcooliques anonymes, et donc ils ont trouvé une nouvelle communauté. Et l'histoire de CMA lui-même a commencé à Los Angeles avec un homme qui a remarqué qu'il y avait beaucoup d'addicts de méthamphétamine sont allés dans des réunions d'alcoolistes anonymes et on parlait pas de leurs problèmes. Donc on lui a proposé de faire son propre programme, et c'est comme ça que CMA a commencé, Crystal Meth Anonymous. Un autre facteur est que l'utilisation de drogue et l'alcool fait partie intégrante de notre culture, même aujourd'hui. La preuve de ceci, c'est la manière dont les personnes LGBT se sont rencontrées dans les bars, et cela a continué dans les années 80-90 avec les fêtes de circuit, les fêtes de Mardi Gras à Sydney. Il y avait une autre fête qui a commencé à Atlanta, le Hotlanta Fête. Et ces fêtes sont devenues très populaires pendant les années 90 jusqu'à nos jours, avec des bateaux de croisière qui traversent le monde pendant des semaines, une semaine à la fois. Et il y a beaucoup de consommation de drogue et d'alcool sur ces croisières. On a souvent du mal à parler des problèmes d'addiction dans les communautés en tant que telles, mais la communauté LGBT+, possède une identité culturelle forte. Et donc, ça lui donne une facilité supplémentaire. Les individus ont développé un sens d'identité, et à cause de leur droit à l'utilisation, mais aussi à cause de leur droit de ne pas utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté LGBT, si on va à un défilé, à une manifestation, je veux dire, on a une identité qui est associée à l'utilisation de drogue dans le monde entier, mais il y a aussi beaucoup de gens qui décident de se retirer de cette utilisation abusive des drogues et de l'alcool. Donc ces deux identités, je les reconnais, je me reconnais dedans. Effectivement, je suis moi-même un ancien addict du chemsex, et
Je pense que certaines personnes ont le sentiment qu'elles ont le droit d'utiliser certaines drogues, mais refusent d'en utiliser d'autres. Et le programme en 12 étapes, je crois que j'en ai déjà parlé en fait. Mais pour revenir à ce dont on avait déjà parlé avec le VIH, il y a eu beaucoup de réponses négatives, moralisatrices. Et c'était un peu pareil pour le chemsex. Il y a beaucoup de gens qui ont été accusés d'être de mauvaises personnes alors qu'en fait elles souffraient, elles avaient des expériences très douloureuses et ça a provoqué un cercle vicieux. On a découvert aussi lors des 2 conférences chemsex qui ont eu lieu à Londres et à Berlin ces 3 dernières années, eh bien, on s'est rendu compte que les raisons qui expliquent l'utilisation du chemsex, c'est qu'on essaye d'éviter des sentiments de solitude, de rejet, de tristesse, d'ennui, et on essaye de se connecter les uns aux autres. Et bien souvent, lorsque les addictions ne sont plus là, les gens se sentent encore plus seuls, encore moins connectés, pas seulement à leur communauté, mais au monde entier. La méthamphétamine qui les faisait se sentir vivants a complètement révolutionné leur esprit, leur corps, leur connexion, a complètement perturbé leur monde entier. Aujourd'hui, il y a des centres qui fournissent des traitements spécifiques à la communauté LGBT+, ce qui permet à ses membres de mieux réussir le traitement contre l'addiction. Et il est aussi possible pour eux de trouver un endroit sûr ou un soutien et de trouver d'autres personnes LGBT pour les soutenir, pour les aider à se remettre. Et on peut aussi trouver un moyen de participer à des activités qui n'impliquent pas l'utilisation de substances. C'est très important d'avoir ce genre de structure et les clients LGBT peuvent, grâce à elles, avoir accès à des professionnels qui sont LGBT+ eux-mêmes et qui connaissent leur expérience de l'intérieur, qui savent ce que ça veut dire que d'être un addict, qui savent ce que ça veut dire que d'avoir un problème de santé mentale et qui peuvent ainsi trouver pas seulement un moyen d'identifier ou de s'identifier, mais surtout peuvent offrir un degré d'empathie peut-être plus important. La première manière de répondre au dilemme du chemsex, je l'ai dit, ça a commencé à Los Angeles il y a 20 ans, mais plus récemment, le développement du forum du chemsex européen. Je crois qu'il y aura une réunion un peu plus tard en novembre à Paris cette année. Ça nous a vraiment permis de mieux comprendre le problème du chemsex et ça nous a permis aussi d'adapter nos réactions. Le point principal, c'est de répondre à la solitude, à l'ennui, aux comportements problématiques et à d'autres thématiques qui contribuent au chemsex. À Berlin l'an dernier, 243 personnes ont participé. Ils venaient de nombreux pays différents et la conférence a eu lieu sur 3 jours. Il y a eu des panels, des débats, des petits ateliers, du réseautage et tout au long de ces journées, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à lancer une conversation pour apprendre à réparer les personnes qui participent au chemsex et pour essayer de trouver une solution. On est en train d'apprendre beaucoup en la matière. On essaye d'être plus compétent de manière culturelle, d'avoir une approche plus généralisée, de développer des partenariats entre différentes organisations, encourager des modes de réflexion différents, des approches, des démarches différentes, récupérer des informations, éviter la stigmatisation, le jugement, souligner à quel point il est important d'éviter encore une fois cette stigmatisation pour permettre aux gens de chercher de l'aide, fournir des ressources d'éducation, des informations, créer des espaces sûrs pour que les personnes LGBT puissent partager leurs expériences, discuter de la terminologie aussi pour voir quels sont les mots les plus adaptés, voir si l'on peut coexister sur le même plan. Essayer d'éviter de créer des tabous et parler aussi des questions légales, de bien comprendre le consentement sexuel, mieux comprendre comment certains comportements sexuels cohabitent dans l'environnement du chemsex, essayer de changer la culture qui est déjà en place et de soutenir l'idée que le sexe homosexuel doit être célébré et non stigmatisé. Il faut reconstruire un sentiment de communauté, se rappeler de ce que nous avons appris pendant la crise du sida. Il y a différents documents qui ne sont pas forcément en anglais, mais qui sont disponibles pour essayer de mieux comprendre comment
mieux mobiliser les communautés, créer des espaces sûrs. Il y a un bon exemple, c'est le Spot, ici à Paris. J'en ai entendu parler pour la première fois lors de la conférence Chemsex de l'an dernier à Berlin. Et le Spot, c'est juste un exemple qui montre comment le phénomène du chemsex a permis aux personnes LGBT+, de travailler dans un contexte assez difficile. Stéphane de S France nous a parlé de ce spot qui est situé au centre de Paris et qui soutient les travailleurs du sexe et les personnes LGBT. Et en 2016, il y a eu un autre spot qui a ouvert à Marseille, avec encore une fois des centres basés sur les communautés. Le spot fournit des tests rapides pour le sida, pour le VIH et du soutien pour les personnes concernées par le chemsex. Donc on a aussi du soutien de pair à pair. On a la possibilité de partager nos expériences les uns avec les autres et ça permet aussi d'avoir des règles. Des règles qui sont établies de manière commune. Donc ça permet aux participants de se sentir plus en confiance. Ils sont à l'aise, peuvent se parler en toute confiance. Et les groupes peuvent aussi parler de sexualité, de plaisir, d'estime de soi, d'addiction, d'envie, des conséquences du chemsex. Donc, être autour de ce mouvement, autour de la rémission, eh bien, je pense que c'est vraiment très intéressant. On est conscient de nous-mêmes, on est mobilisé et on peut se permettre de dire qu'il y a... Enfin, on peut offrir aux personnes un moyen de s'ouvrir, de dire « oui, j'ai un problème » et je pense que comme on partage notre expérience, tu es capable de me guider vers quelque chose de mieux, vers une situation meilleure. Voilà, donc ça c'est la dernière partie de ce que je voulais vous dire. Ça c'est quelque chose qui m'est venu après que j'ai eu terminé mes recherches. Je me suis mis à réfléchir au fait que moi-même et d'autres personnes de la communauté LGBT, grâce à la diversité, nous sommes devenus plus forts. Et les situations qui créent la honte pour les personnes LGBT, c'est le bullying, le traumatisme, la négligence, et tout cela mène à des dépressions, de l'anxiété, de l'automutilation, mauvaise estime de soi, la douleur, la tristesse, bien sûr. Et puis ensuite, nous avons aussi parfois des stratégies qui ne sont pas correctes, qui ne fonctionnent pas bien. Le chemsex, les troubles de l'alimentation, et des modes de pensée très négatifs. Ça, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. On essaye de se guérir par ce biais, mais ça ne fonctionne pas. Alors que l'empathie, l'amour, des manières de penser plus saines, de nouvelles stratégies, tout cela peut effectivement nous aider. Réduire la honte, améliorer l'estime de soi. Et j'espère que toutes ces méthodes-là pourront nous permettre d'améliorer la situation des personnes et ensuite de la maintenir avec un suivi thérapeutique qui se poursuit et une interdépendance aussi avec nos pairs, avec une communauté solide et puis des groupes de soutien en 12 étapes ou autres, bien sûr, et aussi l'idée de prendre soin de soi. Donc, la communauté LGBT+, est une minorité qui mène un peu la majorité. On essaye d'améliorer notre prise de conscience de ce que ça veut dire que d'être soi, ce que ça veut dire que d'être soi dans une société qui ne nous accepte pas toujours. Mais les études nous montrent, et c'est de plus en plus évident dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les personnes LGBT+, ont fait l'expérience de situations de lutte très difficiles, très complexes, et ça nous a permis de développer des capacités et des compétences que des personnes hétérosexuelles n'ont pas forcément apprises parce qu'elles n'ont pas eu la même expérience de stigmatisation et d'oppression. Merci beaucoup.